Il y a des gens qui disent travailler un élément, c'est plus simple que travailler différents éléments. Et là, je vais absolument pas être d'accord de changer de chemin parce que ça va mal se passer. Jusqu'à présent, tu étais mineur, tu pouvais te permettre certaines sorties de terrain. Mais perdre trop de temps sur les fondations quand ton but c'est des mouvements complexes comme la planche, ça n'a pas de sens. Quelque chose qui est exigeant à 100 points ne peut pas être battu par 4 trucs avec une exigence de 2 points. Le jour où tu arrives à ressentir du plaisir à te péter la gueule, tu vas gagner. C'est sûr, parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui est une défaite. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous partager une interview avec Valentin OTZ. C'est un des athlètes de street workout les plus emblématiques, notamment grâce à son excellence dans le domaine de la planche et ses variantes. Si vous l'avez raté, nous avons déjà fait une vidéo ensemble dans laquelle il me coach sur une session complète dédiée à la full planche. Dedans, il me partage ses meilleurs conseils, des conseils que vous ne trouverez nulle part ailleurs, qui vous serviront aussi bien si vous êtes débutant qu'un athlète plus expérimenté. Dans l'interview du jour, Valentin revient sur son parcours d'athlète, nous partage sa vision de la performance, qu'elle soit pour son accomplissement personnel ou bien dans l'expression du cadre d'une compétition, aussi critiquée soit-elle dans notre sport, ainsi que comment modifier sa matrice de pensée pour apprendre à apprécier le processus de progression par lequel nous devons tous passer. Une seconde partie dans laquelle nous tirerons des leçons de vie de nos expériences sportives pour les appliquer dans toutes les autres facettes de notre vie sera disponible d'ici quelques jours. Je vous invite donc à liker pour soutenir ce type de projet et à vous abonner parce que ça vous permet de ne pas rater la partie 2. Pour ceux qui préfèrent écouter ce genre d'interview sur une plateforme de podcast, une version uncut sera disponible sur Spotify, Apple Podcast. Une semaine après la diffusion de cette vidéo, je vous mets le lien en description. Davai Team, bonjour, c'est Amaury. Bienvenue dans cette première partie de l'interview avec Valentin OTZ. Let's go. Valentin, encore merci pour ton temps. Avec plaisir, merci de t'être déplacé. Avec tout le contenu qu'on a déjà fait aujourd'hui, finir par un podcast, c'est l'idéal. C'est plutôt cool. Du coup, Valentin, ce que je te propose, c'est de tout simplement commencer par te présenter un petit peu. Qui es-tu? Pourquoi es-tu connu dans le street? Et ensuite, on développera. Alors moi, c'est Valentin, j'ai 28 ans. J'ai commencé le workout aujourd'hui, ça fait 10 ans, je vais sur ma 11e année. Et ça fait 10 ans en fait que je pense que je vais un peu à contre-courant de ce qui se fait. Je suis pas vraiment les modes et les airs dans lesquels se trouve le sport. Et je cherche à trouver le paroxysme de l'évolution dans un domaine plutôt qu'à me diversifier. Et j'ai créé une équipe qui a fortement influencé le monde aujourd'hui, qui n'est plus d'actualité, mais qui a fait son temps et qui a lead le monde du statique pendant quelques années, qui s'appelle Outsiders. Et voilà, aujourd'hui, je continue à me développer, je continue à m'entraîner, je continue d'entreprendre et d'essayer d'apporter ce que je dois apporter à ce sport pour lui rendre ce qu'il m'a donné. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on revienne un petit peu, dans un premier temps, sur ton parcours. On en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que moi-même, je le connais pas bien. Quelle année t'as commencé ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le street? Quels ont été le ou les éléments déclencheurs? Et comment tu as découvert ce sport? Par quoi tu as commencé dans le street? Est-ce que tu as commencé par du renforcement musculaire? Est-ce que tu as commencé tout de suite par des figures? Et comment ça t'a amené à en être là où tu en es aujourd'hui? Alors j'ai commencé l'année exacte, c'était il y a 10 ans, donc on va dire 2012-2013. J'ai commencé un peu sur un coup de tête, parce que à cette époque-là, ça faisait un moment que j'étais sorti de l'école, je faisais pas mal de bêtises que j'énumérerai pas et dont je ne parlerai pas ici, c'est pas la question. Mais disons que ma vie a pris un tournant à 180 degrés et je suis passé de beaucoup de choses négatives qui m'apportaient du négatif à une période d'enfermement et de renfermement sur moi-même, parce que je me suis cassé le fémur, j'ai eu 2 opérations, j'ai réappris à marcher 2 fois. Et je me suis dit, bon attends Valentin, là, t'arrives à 18 ans, ce serait peut-être bien de changer de chemin parce que ça va mal se passer. Jusqu'à présent, t'étais mineur, tu pouvais te permettre certaines sorties de terrain que tu ne vas plus pouvoir te permettre. Et puis si tu veux faire quelque chose dans ta vie de manière générale, en fait, il vaut mieux vraiment faire demi-tour, aller dans l'autre sens. Donc au début, en fait, simplement, je suis pas très grand. Et en tant qu'homme, si t'es pas très grand, faut au moins être épais, capable de faire certaines choses, de te défendre, etc. Donc j'ai compensé la hauteur par la largeur. Okay. Et donc au début, j'avais simplement l'idée de me développer physiquement sans forcément vouloir en faire quelque chose de particulier. Il y avait un gitan qui avait une maison derrière chez moi. Il y avait plein de matériel à l'abandon dans son jardin. Moi, en rentrant d'une balade du chien, je trouvais une barre en métal. Je me suis dit, ah cool. Je trouvais quelques chirons. J'ai ramené la barre de métal et les chirons dans mon jardin et je me suis dit, on va faire ce qu'on peut faire avec ça. Donc au début, en fait, je posais une barre en métal entre 2 branches, elle roulait, mais je m'amusais à faire mes tractions avec ça. Donc j'ai fait quand même un petit peu de renfort, mais je compte pas ça comme si ça faisait partie
mon temps d'entraînement dans le workout réellement. Sinon, à ce moment-là, je suis plutôt sur peut-être là, déjà à 11 ans, quoi. Et puis un jour, j'ai commencé à voir donc quelques personnes qui étaient connues sur YouTube à l'époque. Franck Medrano par exemple, et déjà des petits bentarm planches un peu dégueulasses, banana. Ça a commencé à m'intéresser. Et par contre, quand j'ai vu quelqu'un faire une straddle, je me suis dit, oh mince, ça je veux le faire. Ça c'est. Je sais pas, ça a résonné. Je me souviens, j'ai vu cette photo. C'était même pas une vidéo, c'était une photo. Le soir même, j'ai essayé, mais du coup, j'ai lâché mon ordinateur. J'ai fait, je vais essayer une planche. Ça n'a pas marché, parce que je me suis mis là avec les mains en pronation, et bon, je suis pas fait pour la pronation. Par contre, le lendemain matin, en fait, c'était déjà un peu une obsession. J'ai réessayé en me réveillant directement, avec une prise neutre, et j'avais straddle bas de forme. Ouais, donc dès le début, avec ta petite base de renfort musculaire, Mhm. t'avais déjà en fait un petit niveau en planche sans même le faire exprès, quoi. Pour l'époque, c'était très bien, puisque straddle, portefeuille, si t'as pas les bras qui plient, c'était déjà Ouais. les meilleurs en France. Ils avaient peut-être une petite foule, vraiment 3 fois rien, quoi. Donc je me suis dit, putain, je suis peut-être fait pour ça. On va essayer de gratter un peu plus loin. Et voilà, aujourd'hui, on est en 2023. Et je continue. Et c'est ça mon entraînement, c'est ça qui me plaît. Donc j'ai pas pour habitude, comme je t'ai dit et comme tu le sais, de faire des choses parce qu'il faut le faire ou de me forcer. Non, je préfère viser l'excellence dans un domaine plutôt que perdre mon temps à faire de tout et de rien. Je pense que de toute façon, si je m'étais diversifié, j'aurais pas apporté tant au monde de la planche, j'aurais pas eu les moyens d'ouvrir tant de portes, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai été le premier à faire. Ouais, j'aurais pas eu le même impact si je m'étais diversifié. Et j'ai aucun regret de m'y être pris de cette façon-là. Et je pense que c'est ce qui fait que mon personnage, il a résonné chez certaines personnes. Clairement. Et voilà, donc j'ai fait mon petit chemin. Après avoir commencé, je sais pas, peut-être 6 mois, 1 an après, j'ai rencontré des personnes de Nice. C'était l'équipe SBL, Strength Beyond Limit, dans laquelle il y avait Christophe Dang, Antoine Lacotte, qui fait toujours du workout, et SBL qui existe toujours, il me semble. Et je suis pas resté très longtemps, vu que le fonctionnement de l'équipe, ça convenait à certains, mais à d'autres, ça leur convenait pas. Et en fait, en voyant ce qui ne nous plaisait pas dans cette équipe, on s'est dit, tiens, pourquoi on fait pas notre équipe avec mes amis de l'époque, donc Jules Matudu, Younes Ramadan, et d'autres que vous ne connaissez pas parce que c'est une génération trop ancienne dans le workout. Mais voilà, on a créé cette première version d'Outsiders avec entre 5, 7, 8 amis, je sais plus exactement. Et à partir de là, en fait, on a fait notre chemin avec nos règles, à notre façon, et plusieurs années plus tard, ça a très bien fonctionné. Ok, donc ça c'était les débuts d'Outsiders, donc c'était combien de temps après que tu te sois mis au statique ? J'ai pas vraiment idée, je voudrais pas dire de bêtises, il faudrait que j'aille dans mes historiques Facebook, mais je dirais que ça a dû être entre 1 an et 1 an et demi après que tu te sois lancé. Que j'ai commencé le workout réellement. Au début, il y avait aucun but en fait, on faisait ça tellement pour nous, par plaisir, par passion et par amitié avec les autres, que la deuxième version d'Outsiders que vous avez connue avec des membres qui aujourd'hui sont toujours actuels, là c'était devenu plus compétitif, il commençait à y avoir des enjeux, mais en fait l'équipe en tant que telle a été créée simplement pour qu'on s'enferme, nous, avec nos amis. D'ailleurs, Outsiders, les gens qui sont en dehors, quoi. Donc ça voulait dire littéralement, on n'est pas avec vous. On fait votre sport, mais on n'est pas avec vous. Voilà, les choses ont évolué comme ça. Mais au début, c'est simplement un groupe d'amis qui s'est fait remarquer dans la première génération d'Outsiders et qui est devenu Outsiders principalement dans la deuxième génération d'athlètes qui l'ont rejoint. Toi, tu as continué durant toute cette période, j'imagine que tu étais déjà plus ou moins spécialisé quand même autour de la planche. Est-ce que tu faisais quand même un peu de travail sur les autres figures, ne serait-ce que, je sais pas, soit par plaisir, soit parce que tu te disais peut-être d'ici 1 ou 2 ans, je viserais peut-être des compétitions, du coup il faut que je sois un minimum complet, ou alors pas du tout, tu étais déjà en mode focus planche, et puis le reste, pourquoi pas une fois de temps en temps, mais je m'en fous. J'en ai fait, je me souviens même plus exactement tellement ça compte pas dans ma tête. J'ai fait la Swab encore une fois pour rigoler parce que c'est une compétition freestyle dans laquelle j'ai absolument rien à faire. Je fais la Burning Gate une fois il y a très longtemps où là oui j'y suis allé un peu plus sérieusement, mais je voulais voir ce que je pouvais faire justement en faisant que de la planche. Okay. Voilà, en voyant si mon excellence, malgré mon excellence dans la planche, malgré les malus liés au règlement et au nombre de mouvements que les autres peuvent produire et que moi non, est-ce que moi j'arrive à équivaloir ça
en ayant une branche de mouvement. Mhm. Voilà, ça m'a pas mal intéressé. C'était le challenge. J'ai fait un résultat correct. Je crois que je suis arrivé 4e, un truc dans le genre. Ouais, à part ces quelques compétitions-là, j'ai jamais vraiment été porté vers la compétition. Parce qu'en fait, c'est circonstanciel, la compétition. Tu peux très bien avoir un des favoris qui fail 2 fois par pression, et puis tu ne t'opposeras pas à cette personne-là, elle n'arrivera même pas en finale, et au final, y a qu'un des deux favoris qui va au bout de la compétition, et il y en a un qui gagne alors qu'il aurait peut-être pas gagné. Il y a des gens aussi qui sont extrêmement introvertis, qui vont perdre la moitié de leur capacité au moment où ils vont arriver sur scène, et c'est pas des conditions réelles. Pour moi, le challenge, c'est tous les jours en fait. C'est le fait d'année en année de continuer à s'over-performer. C'est ça la compétition en fait. C'est continuer d'aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et éventuellement de trouver, on va appeler ça ton palier biologique, trouver le réel maximum. Voilà, moi c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me donne envie. Donc pour répondre concrètement à ta question, non, la première année, je me suis essayé un petit peu au front lever. Bien sûr, j'ai essayé un peu tout, parce que là, à ce moment-là, je faisais vraiment du street workout and calisthenics. Aujourd'hui, j'estime plutôt être un performeur dans la poussée, l'équilibre et les one arm, etc. Peut-être pas réellement faire du calisthenics parce que je fais pas beaucoup de mouvements. Quelquefois, en étant blessé, la pression était vraiment compliquée à supporter. Donc par exemple, quelquefois, j'ai fait un mois de front lever histoire de m'occuper, de quitter cette hargne, cette rage un peu d'être immobilisé, de pouvoir absolument rien faire. Mais sinon, en règle générale, dès que j'ai accès à mon corps normalement, je cherche juste à aller le plus haut possible dans ce que j'aime faire. Quels sont tes objectifs dans le street finalement ? Parce que si tu n'as pas d'objectif en termes de compétition, si ton objectif c'est, comme tu dis, atteindre ta limite biologique, juste voir finalement de quoi toi tu es capable de faire, est-ce que ça reste ton unique objectif en ce moment, ou finalement maintenant tu es plus dans le street plaisir ou même pas enfin... Entraînement plaisir, oui, mais en fait je prends pas plaisir s'il n'y a pas une forme de challenge vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que maintenir un niveau, ça m'intéresse pas. Le jour où en fait j'ai plus envie et que je sais juste maintenir un niveau, je change de sport. Littéralement, si c'est pas pour faire quelque chose de mieux que l'année précédente, j'y vois absolument aucun intérêt. Ensuite, en termes d'objectifs, en fait, étant donné que j'ai jamais voulu faire des compétitions, je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire qui équivaut à une compétition honnête et faire, voilà, quelque chose de faire avec le monde. Donc moi en fait je veux pas battre les gens lundi à 17h alors que lui il est tombé et lui non, voilà, je veux pas quelque chose de circonstanciel. J'éprouve une forme de compétition avec les gens dans ma catégorie, mais une compétition et un résultat qui est absolu, au moins pour un long laps de temps. Donc je le dis régulièrement quand on me pose la question, moi je veux établir un mur. Voilà. Donc ce mur, c'est quoi ? C'est, vous voyez que l'évolution du workout, elle est assez exponentielle d'année en année. Le pro d'il y a 4 ans, aujourd'hui, il est à peine confirmé. En fait, dans un sens, j'ai déjà atteint mes objectifs dans le sens où je pouvais pas imaginer, en fait même le niveau actuel, personne ne pouvait l'imaginer il y a 10 ans. Et Valentin d'il y a 10 ans, j'aurais jamais pu imaginer ou se projeter et se mettre dans la peau de moi aujourd'hui. Voilà, donc dans un sens, je suis déjà très fier d'être allé au-dessus de tout ce que j'ai imaginé. Maintenant, en fait, tant que la vie va pas me dire non, tu vas pas plus haut, je vais continuer d'essayer de grimper. Les world records, ça m'intéresse sans m'intéresser. Ça m'intéresse parce qu'en fait, ça parle plus aux gens. Mais moi, tu vois que en plus, même au travers de ma spécificité, j'ai mes formats d'entraînement. J'ai ma compréhension et mon interprétation de la force, qui est l'endurance, la variété de mouvements et la capacité à combiner, plus la capacité à performer sur tous les supports. Et donc tu vois que c'est pour ça que par exemple je fais du XXXX, donc press maltaise, push, press, hold, parce qu'en fait c'est pas seulement représentatif d'une variante, parce que c'est facile de stick sur une variante et de faire un max. Par contre en fait le XXXX, c'est vraiment représentatif de la force parce qu'en fait ça représente ta capacité à combiner, ta capacité à produire des transitions, ton endurance à l'échelle de plusieurs variantes dans un même temps, ton contrôle, ta forme, etc. etc. Je suis centré sur ce format d'entraînement, le XXXX, parce qu'au passage ça me permet de développer toutes mes variantes dans un même temps de manière équivalente. Donc par exemple le jour où j'ai un 9, 9, 9, 9, en fait 9 press maltais c'est déjà world record. Alors ça, j'avoue, j'ai aucune idée de quels sont les records de presse. Il y avait 7 press wide de la part de Victor Kamnov, mais les barres, je les connais, il y avait 4 pieds. Donc moi, déjà, je fais du 5 pieds minimum. Donc du coup, en fait, une fois que j'arrive à 9, 9, 9, 9, c'est complètement rationnel, en fait, de prendre tous les world records d'un coup.
Ouais, c'est-à-dire que par exemple, c'est un truc que j'aimerais bien, on sait pas, on verra si ça va arriver, mais faire un post avec un max push-up dead stop, parce que les push-up full, si tu rebondis et que tu spams, c'est pas vraiment des push-up full, hein. Une push-up full, c'est en haut, en bas, en haut. Donc il doit y avoir un dead stop. Sinon, en fait, t'es sur des bent arm planche push-up et tu fais en bas, en haut, en bas. Voilà, donc max push-up dead stop, voilà, world record, max press maltese, max hold, pourquoi pas, ça intéresse les gens, moi pas trop, mais en fait en travaillant le XXXX, je le travaille également. Donc voilà, aller au bout de ce que j'imagine possible et de ce que la vie me permet de faire avec mes formats d'entraînement qui auront pour résultat, une fois que j'aurai atteint ce point-là, de me donner automatiquement tous les world records. Ok, je valide. Donc tu as quand même une certaine ambition de dire je fais un mur. Enfin, ça permet aux gens de se projeter, de se dire ah, ça on sait que ça a été possible de le faire. Maintenant je me challenge, je me dis bah vas-y, pourquoi j'essaierai pas. C'est ça, quand je parlais d'ouvrir les portes, c'est que 5-5-5 il y a 3 ans, c'était waouh, 5-5-5. Oui, personne concevait ces choses-là. Aujourd'hui, j'ai 5-5-5, j'ai le cancer. Tu vois, donc enfin, j'arrête de m'entraîner 6 mois, je reviens, j'ai 7-7-7-7 en 1 mois, tu vois, donc c'est voilà. Mais ouais, dans l'idée, ma victoire honnête, en fait, c'est pas battre les gens à un moment, c'est battre les meilleurs dans leur meilleur état de forme, dans leur meilleur environnement, dans leur meilleur pic d'évolution, voilà. Et en fait, vu l'exponentialité de l'évolution de ce sport, en fait, si tu gardes 9-9-9-9, t'es le seul pour 5 ans, ce que t'as réalisé, c'est stratosphérique. Si t'arrives à creuser l'écart sur 5 ans avec le niveau des autres, et en plus j'ai pas les paramètres physiques les plus agréables, j'en parle pas parce que je suis pas là à trouver des excuses, je suis hyper lax des épaules, d'un point de vue il y a certains bénéfices mais il y a certains dangers liés à ça, et ça a pas été facile pendant 10 ans, enfin pas tout le temps, aujourd'hui c'est bon, mais voilà. Je fais 1m66 pour 66-67 kilos en mangeant pas. Quand tu vois que le reste de l'élite planche en général, ils sont aux alentours du 1m60 et ils sont pour 80% en dessous des 60 kilos. C'est-à-dire que je dois les overperformer avec des contraintes physiques qu'ils n'ont pas et avec un rapport taille-poids supérieur au leur. Moi qui me rends compte de ce que ça représente, moi ça me suffit en fait. Et une fois que j'ai fait mon 9-9-9-9, je peux m'entraîner plus sport plaisir. Et du coup ça sera plus dans la variété. Tu vois, si j'arrête de vraiment vouloir overperformer, je vais faire que du sol. Des combos one arm, des combos anneaux, où je vais pas chercher à faire là je fais des 1 minute 20, 1 minute 30 de combos sur un seul élément. Voilà, je vais plus chercher à faire ça. Du coup, je vais performer dans une forme de jeu et peut-être juste me contenter de créer des variantes ou voilà, comme le sol, tu vois que le sol, il y avait personne qui en faisait il y a 3 ans. Toi, tu fais beaucoup de sol, ouais. J'ai toujours adoré ça parce qu'en fait, le sol, tu gères l'espace, tu dois jamais même pas suivre les barres ou quoi. Si je veux faire une full press et reprendre ma maltese avec un petit tour à 90 degrés, je peux. Et en fait, tu vois, ce que j'aime, c'est la liberté. La planche, c'est libre. La planche, c'est libre, t'as pas de barre au-dessus de toi, tu vas où tu veux, et le sol, c'est le summum de la liberté, tu vois. Donc voilà, une fois que j'aurai fini de mettre la barre assez haut en termes d'endurance, bah, je m'amuserai de cette façon-là, et voilà. Plus des objectifs qui ont pour vocation de marquer quelque part au fer rouge l'histoire de ce sport. C'est ça. Et qui donnera un objectif aux futurs athlètes qui pourront se projeter au travers de ce que tu as déjà réalisé. Finalement, c'est un peu laisser une sorte d'héritage dans ce sport pour les futures générations. Finalement. Exactement, laisser une marque. Tu vois que j'essaye de... Bon, je donne pas tous mes formats d'entraînement, toutes mes informations, en tout cas pas forcément de manière gratuite, parce que j'ai mis 10 ans, je me suis abîmé toutes les parties du corps pour en arriver là. Donc je vais pas faire, tiens, salut mec, 10 ans de ma vie. Pour aller plus loin dans votre pratique du street workout, vous avez dans le premier lien de la description l'ensemble de mes programmes vidéo dédiés aux différentes figures de force, ainsi qu'un programme 0 à 20 tractions et 0 à 10 muscle up. Et dans le second, vous avez l'ensemble de e-books de Valentin qui vous permettront d'atteindre le plus haut niveau de maîtrise dans cette fameuse figure qu'est la planche. Laisser une marque, me sentir fier de moi, sans pour autant venir flex avec un trophée, ouais, WCF, World Champion, ça on s'en fout. Juste moi, être fier de moi et rendre à ce sport ce qu'il m'a donné. Comment tu te positionnes si demain quelqu'un vient dire est-ce que Valentin c'est le meilleur plancheur? Comment tu définis, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, comment tu définis le meilleur, on va dire au moins sur une figure, parce que j'allais dire en street c'est quand même c'est trop large. Une catégorie. Mais au moins sur une figure. On va appeler une catégorie. Lui, c'est le meilleur fronteux, le meilleur plancheur, le meilleur end-balancer, ce que tu veux. D'un point de vue critère, cette notion. Alors, en fait, c'est ce que j'ai dit un petit peu précédemment. C'est-à-dire que ce qui fait la force, étant donné qu'on ne module pas l'intensité, à ce moment-là, s'il n'y a pas de question d'intensité, parce que tu travailles au poids de corps,
à ce moment-là, le seul moyen de démontrer la force, c'est l'endurance. La force littérale. Quand tu demandes à quelqu'un si t'as combien de secondes de hold, c'est ça la représentation de la force, même de manière inconsciente chez les débutants. C'est ouais, t'as combien de secondes de hold, t'as combien de push-up, t'as combien ci, t'as combien ça. Donc le critère principal, c'est l'endurance. Ensuite, on a la variété des mouvements. Voilà, parce que sur une même famille de mouvements, il y a une variété assez folle. Il y a des types de planches différents, il y en a beaucoup. Donc c'est combien de pourcents du nombre de variantes tu peux performer et sur quel nombre de supports, parce que bon, c'est très simple. Et en fait, il y a une forme de complétude dans la spécialité. Parce que t'es bon en parallèle, c'est bien, bravo. T'es bon en parallèle, en barre fixe, supination ou pronation comme tu veux, au sol et sur anneau, tu te rends compte que en fait, les différents supports changent complètement le ressenti et l'activation. Et en fait, c'est très dur d'être vraiment complet sur tout support. C'est vraiment pas quelque chose de simple. Et ensuite, on a la capacité à combiner. Donc l'endurance, c'est comme l'endurance mélangée à la variété de mouvements, plus les transitions, qui sont souvent, surtout au sol, plus dures à performer que le mouvement lui-même. Tu vois les tableaux des compétences des personnages dans les jeux vidéo où t'as un triangle et du coup, voilà, plus tu vas remplir ce triangle, plus t'es fort. Ok, ouais, toi c'est le cumul finalement de toutes ces caractéristiques qui font une somme et à la fin tu regardes qui a la plus grosse somme de toutes ces caractéristiques. C'est ça, finalement. Exactement. Même moi j'avoue je me posais la question quand on m'a déjà dit oui tu penses que c'est qui le meilleur plancheux. C'est vrai que c'est des questions où je me disais en fait je me pose pas forcément la question dans le sens où je sais qu'il y en a qui vont être très forts sur para, très forts au sol, d'autres très complets, d'autres et des fois je me disais moi-même est-ce que quelqu'un qui est très fort c'est peut-être celui qui fait 3 milliards de push-up et de presse tandis que l'autre il va peut-être être meilleur sur un hold pur clean form. Est-ce que ça en fait quelqu'un de moins bon parce qu'il a moins de presse et moins de push-up mais il tient plus longtemps vraiment propre sur une... Tu vois, moi-même, je saurais pas trop comment le définir. Et comme tu dis, c'est un peu oui et non. Et j'allais dire, j'y vois même un peu une certaine, tu vas me dire ce que t'en penses, subjectivité à se dire quels critères faudrait privilégier. Tu vois, c'est très. Et quand c'est subjectif, compliqué. C'est faux, c'est émotionnel, c'est sujet à Et goût du et à coup, couleur et on dire, s'en moque. Dire qui est le meilleur, ce sera pour moi, mais au final, ça n'a aucune valeur d'autre que dire c'est pour moi. Et en fait. C'est assez marrant parce qu'en fait, le public général souvent débat beaucoup sur qui est le meilleur. Alors qu'en fait, si tu te fais un top 15 imaginaire, tu vas leur demander c'est qui le meilleur, 80% vont être d'accord. Ouais, t'arrives à te représenter les 2-3 têtes qui vont tout de suite sortir et à la limite, tu vas te dire entre ces 2-3 là, peut-être ça va dépendre des périodes. C'est ça, c'est parce que t'es pas mais tu vois qui est grosso modo le trio de tête. Et là, en toute objectivité, il y en a qui seront d'accord, pas d'accord, bon, je m'en moque. En fait, ce qui compte, c'est qui arrive à répéter la plus grande partie des efforts que l'autre peut fournir. Mais tout ça, ça passe aussi par un système de compétition. Grosso modo, il y a un battle entre deux athlètes en général. Toi, qu'est-ce que tu penses du format de compétition actuel ? Qu'est-ce que tu vas peut-être trouver bien ? Qu'est-ce que tu vas trouver à améliorer pour que, ce sport se développe plus d'un point de vue compétitif, que les jugements soient potentiellement plus justes, parce qu'on a un gros problème qui est compétition statique, compétition de freestyle. Dans le cas où il y a du freestyle, est-ce qu'on privilégie plus le dynamique ? Est-ce qu'on privilégie plus le statique ? Dans les figures, est-ce que on admet que si c'est une forme un peu dégradée mais qu'il y a beaucoup plus de volume, c'est bien mieux que tout nickel mais un petit peu moins de volume. Où est-ce qu'on met les curseurs, tu vois, ça fait plein de topics. Alors, t'es pas obligé de répondre en détail à chaque élément, mais un peu ton ressenti global. Tu vas me le rappeler parce que c'est un bon sujet à traiter, c'est cool. Ça n'a jamais été abordé, en tout cas pas en profondeur avec une réelle réflexion, donc je suis carrément ok. Donc déjà, qu'on utilise un bon lexique français, une compétition c'est une compétition, un tournoi c'est un tournoi. Et en l'occurrence, si on parle de battle, c'est un tournoi, ce n'est pas une compétition. Dans le tournoi, il y a une forme de hasard, il y a même une forme de subjectivité, parce que souvent les gens sont amenés à se placer eux-mêmes sur le tableau, donc en fait ils peuvent influencer le résultat de la compétition, comme par exemple la SWAB, les organisateurs préplacent une partie des participants aux quatre coins des tableaux, donc en fait ils font en sorte que certains ne se croisent pas avant la finale, et en fait du coup ça peut être, déjà les résultats d'un tournoi peuvent être manipulés assez facilement. Il y a aussi le fait que dans un tournoi il n'y a pas le droit à l'erreur, alors que dans une compétition en général t'as genre 2-3 essais par exemple qui vont faire que tu vas quand même savoir montrer le meilleur de toi, tandis que dans un tournoi t'es tombé, ok dégage. Et donc le résultat ne sera jamais absolu lors d'un tournoi, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blabla et de drama à la suite en fait de chaque compétition, enfin tournoi. Maintenant le format dominant c'est le freestyle. En fait
pour moi, il n'y a rien de mal, rien de bien. C'est-à-dire qu'en fait, les formats compétitifs doivent répondre à un besoin. S'il y a un public qui performe de cette façon, on doit leur donner un endroit pour s'exprimer. Donc, étant donné qu'il y a des freestylers, c'est super cool qu'il y ait un endroit où les freestylers peuvent s'exprimer. Il y a un concept de power free qui s'est établi dans les dernières années. C'est plus répandu. La Burning Gate, ils appellent pas ça comme ça, mais c'en est. En Espagne, ça commence à se développer. Le power free, en Amérique du Sud également. En France, pas beaucoup, mais ça commence avec un peu de retard. Et c'est très bien. Et en fait, ça répond aux attentes de la communauté. Seulement, en fait, ces dernières années, peut-être un peu ma faute et la faute d'autres personnes qui sont spécialisées et qui sont récalcitrants, qui veulent faire ce qu'ils aiment faire et trouver le paroxysme dans ce qu'ils aiment, on est un peu dans une ère des spécialistes. Il y a beaucoup de gens qui font un peu de background work, histoire de dire ouais, je fais ça, et qui se centrent sur une chose. Et en fait, au même titre que le power free est arrivé au moment où il a fallu que ça arrive, aujourd'hui, étant donné qu'on entre dans une ère des spécialistes, ou en tout cas que ça se développe énormément, il faut qu'il y ait un format compétitif qui matche avec les attentes de cette partie de la communauté. En fait, c'est comme dire, regarde, par exemple, j'ai entendu Andrés, salut, Andrés Ortiz dire oui mais ça c'est séparer la communauté. Je suis absolument pas d'accord. C'est comme si au moment où les streetlifters ont commencé à organiser des compétitions de streetlifting, les gars du CTN Reps ils avaient dit ah ouais mais non mais vous allez nous séparer. Bah oui mais eux ils mettent des poids et eux ils en mettent pas. Il faut bien que eux ils aient un endroit où s'exprimer, tu vois. Ça a pas de sens. En fait c'est au final il y a aucun argument derrière ça. C'est juste dire ouais vous allez séparer. Et moi j'ai un contre-argument à ça. Contrairement à ce que beaucoup pensent, qui fait avancer le niveau dans ce sport ? C'est les spécialistes. C'est les spécialistes qui ouvrent les portes. Ensuite, c'est les athlètes plus diversifiés de power free qui suivent et qui rentrent dans la porte. Et avec quelques années de décalage, on a les freestylers qui eux-mêmes augmentent leur niveau par le biais des portes qu'ont ouvert les spécialistes. Donc en fait, donner un lieu d'expression aux spécialistes, c'est stimuler les spécialistes, c'est stimuler le power free et c'est stimuler le freestyle. En fait, on doit donner un lieu d'expression aux spécialistes parce qu'en fait, c'est tout le sport qui en bénéficiera. En fait, il n'y a que du positif. En fait, je vois pas pourquoi qui que ce soit râlerait. Regardez, par exemple, moi, ça fait 10 ans que je vois les gens faire du freestyle. C'est cool les mecs, si vous êtes heureux, félicitations. Si vous aimez faire ça, je suis content pour vous. Même des fois, je viens regarder, je viens d'accompagner des gens, etc. Alors que c'est pas ma passion, mais en fait, je peux quand même prendre plaisir à quelque chose qui est pas mon centre, en regardant quelque chose qui n'est pas mon centre d'intérêt principal. C'est le freestyle, en fait. La seule chose que je lui ai toujours reproché, c'est le fait qu'on fait passer les randoms. Désolé, hein, prends le bien, prends le pas bien, c'est pas grave, je suis pas à ça près, tu vois. On fait passer le fait d'être un peu bien dans tout avec le fait d'être très très bon dans 2-3 trucs. Alors qu'en fait, par exemple, 5-4 shrimp flip, 3-6 passage de barre et ce genre de bêtises, j'ai vu des enfants obtenir ça en moins d'un mois. Donc en fait, et là on va venir au reste de ta question, l'équivalence entre force et agilité. En fait, c'est simple, qu'est-ce qui fait la valeur de quelque chose dans le monde ? Et que ce soit le sport, l'économie, tout ce que vous voulez, c'est la rareté. Et la difficulté d'obtention. Donc à partir du moment où quelque chose nécessite des années d'entraînement, être favorisé biologiquement, comprendre les formats d'entraînement, etc. En fait, quelque chose qui est exigeant à 100 points ne peut pas être battu par 4 trucs avec une exigence de 2 points. Parfaitement raccord là-dessus. Mais c'est en train de changer. On a des skills de très haut niveau qui rentrent. Bon, pour l'instant, c'est quelques gars, c'est une caste, on va dire, de freestylers, de quelques freestylers qui ont accès à vraiment un très bon niveau dans absolument tout ce qu'ils font. Donc c'est super cool de voir ça. Et dans les prochaines années, c'est obligatoire qu'en fait ça se démocratise de plus en plus. Et encore une fois, ça aura été grâce aux spécialistes. Voilà. Et le jour où vous verrez un Supisat en compétition, c'est parce qu'il y a un spécialiste qui l'a créé. Il y a des gens qui disent travailler un élément, c'est plus simple que travailler différents éléments. Et là, je vais absolument pas être d'accord, parce qu'en fait, plus tu évolues, plus tu comprends qu'il y a une forme d'accoutumance à l'entraînement. Et vient un moment où en fait, t'as pas besoin de te buter pour continuer de gagner du niveau. Et c'est pas plus difficile, une fois que t'es habitué, de progresser en front et en planche, que de progresser en planche seul. Parce qu'en fait, le mec bon en front et en planche, il va faire planche parallèle, un peu de sol, mais il va pas faire d'anneau. Ou il va pas faire de la supination. Enfin, c'est rare. Par exemple, il y a Ilyes, il y a quelques gars, mais c'est très rare, tu vois. Te concentrer sur seulement la planche pour aller là où il y a que le top 10 qui peut aller, ça demande un niveau intellectuel, contrairement à ce que les gens pensent. C'est une forme de maturité, parce que c'est une perpétuelle remise en question. Si tu te blesses, t'as fait quelque chose de mal. Ou t'en as trop fait. Ou t'as pas fait au bon moment. Ou t'as été orgueilleux. Et donc en fait, c'est plus forcément des exigences physiques, mais c'est dans ta façon d'être et dans comment t'es fait.
Puisqu'en fait, il y a des gens qui vont se dire « Ouais, je vais être meilleur que lui. » J'espère et je te le souhaite. Mais pour être plus fort que certaines personnes, faut avoir le corps qui le permet. Et là, il y a une certaine forme de fatalité. Je dis pas on peut pas arriver en top 50, top 100 dans le monde avec n'importe quel corps. C'est très certainement possible. Kalis Rama, je le mets aussi en top 10 monde, il fait 1m80. Voilà, il se tape avec des gars il y en a, ils font 1m55. Par contre, en fait, même s'il fait 1m80, tu le vois physiquement, c'est un élu grand, c'est un grand élu. Tu vois, avant, on utilisait beaucoup ce mot d'élu. Mais voilà, donc en fait, c'est pas accessible à tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de débutants qui seraient intéressés d'avoir quelques conseils de ta part et de se dire, si demain, moi je me mets dans le street, et je me dis, tiens, la planche, comme toi à l'époque, c'est la figure que j'aimerais apprendre à maîtriser. Et après, peut-être que je me spécialiserai ou pas. Mais déjà, je me dis, tiens, c'est mon goal, 5 secondes, 3 secondes. Par quoi je devrais commencer? Quel serait un peu l'état d'esprit que je devrais avoir? Disons que si tu parlais à ton Valentin du passé, qu'est-ce que tu lui dirais s'il avait à nouveau cet objectif en tête? Alors, je lui dirais de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire déjà m'essayer à tout. Les vieux en France, ils disent crache pas dans la soupe avant d'avoir goûté. Voilà. Et pas tirer des conclusions toi-même en disant ça c'est dur, parce qu'en fait tu vas créer des limites qui certainement n'existeraient pas si t'avais pas dit ça. Dès que tu t'entres quelque chose dans la tête, en fait, toi qui le matérialises et tu t'infliges quelque chose que t'as pas besoin de t'infliger, en fait, tout simplement. Avoir des attentes rationnelles. En fait, c'est comme le business, avoir un objectif long terme, le découper en plusieurs objectifs court terme rationnels auxquels tu vas pouvoir croire et que tu vas pouvoir voir plus facilement. Rationnel et dans aussi pas seulement la quantité d'efforts, mais la façon que tu auras de performer certaines choses. J'en parle dans la dernière vidéo qualité-quantité que j'ai publiée sur YouTube. Aujourd'hui, en fait, le workout passe par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout le monde veut faire des clips parfaits. Et du coup, en fait, les gens arrivent et se disent ah ouais, il est protracté, moi aussi je veux. Oh, mais non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce qu'en fait, tous les gens que tu vois propres aujourd'hui, pendant longtemps, ils ne l'étaient pas. Savoir te contenter de ce que t'as au moment où tu l'as et pas en fait t'infliger du stress en ayant des attentes, en ayant les yeux plus gros que le ventre, c'est pas nécessaire. En fait, te concentrer sur ce qu'il y a d'utile. Éliminer toutes les pensées néfastes et tes croyances limitantes. En fait, il y a une vidéo, je dis ça a un peu tourné, c'est devenu une trend, do the maximum and shut up. Donc je dis pas de te tuer bêtement et de te suicider, non, sois rationnel, sois patient. Non, je te dis simplement que quand tu mets les pieds dans un truc, tu mets les pieds là-dedans sérieusement. Et tu te tais si ça se passe pas comme tu veux. Voilà. Si ça se passe comme tu veux, c'est super, félicitations mon gars. Si ça se passe pas comme tu veux, en fait, râler, pleurer, avoir la haine, ça va rien générer de positif. Tu te double infliges quelque chose de négatif. Donc en fait, t'es ton ennemi. Non, t'es censé être ton propre pote. Et si tu fails un truc, tu te tapes dans le dos à toi-même, tu te fais un câlin et tu te dis vas-y, c'est pas grave, ça passera demain. Et en fait, en ayant cette approche des choses-là, t'arrives à prendre plaisir continuellement dans ton entraînement, malgré le fait que tu sois en train de te tabasser la gueule à toi-même. Et en fait, c'est le jour où tu arrives à enjoy le fait de fail parce que tu ressens le challenge, là tu seras fort. Le jour où tu arrives à ressentir du plaisir à te péter la gueule, tu vas gagner. C'est sûr, parce qu'en fait, il n'y a plus rien qu'une défaite. Finalement, c'est simplement accepter certains états de fait sur lesquels tu n'as de toute façon pas la main, tu n'as pas le contrôle, et te dire ça, j'y peux rien. Je fais le maximum avec ce que j'ai actuellement. C'est du stoïcisme sportif. C'est là appliqué. C'est te détacher de ton ego, ne pas t'infliger des choses qui sont pas nécessaires, ne pas essayer des choses que tu sais qui ne vont pas marcher pertinemment, parce qu'à ce moment-là, c'est juste ruiner ton propre mental. Stoïcisme, en fait, ça c'est une trend. Maturité et rationalité. Si t'es mature, si tu réfléchis de manière rationnelle et que tu te poses et que tu te mets en face des faits et que tu les acceptes, t'es pas stoïque, t'es rationnel. T'es un homme qui a les pieds sur terre. Tu travailles sur ce sur quoi tu as la main et tu sais que tu vas te développer à partir du moment où tu as des objectifs clairs, que tu as une méthode qui paraît pas déconnante. Parce que typiquement, ça j'ai l'impression que c'est un peu ce que font tous les débutants. Alors moi je l'ai fait aussi, parce que j'étais un peu con, mais voilà, ça fait partie de l'expérience. Il y a beaucoup de débutants, ils se disent je veux progresser genre en front ou je veux progresser en planche. La planche c'est de la poussée. Du coup, je vais bombarder les dips, je vais bombarder les pompes. Je vais lester mes dips, je vais avoir plus de force en poussée du coup. Ce qui, dans l'absolu, je comprends le raisonnement, qui est de se dire, oui, si je pousse plus fort mes dips, ça paraît cohérent. Je vais pouvoir pousser plus fort mon propre poids du corps. Sauf qu'on se voit bien qu'en général, ça marche pas
parce que c'est pas du tout des efforts spécifiques adaptés à ce que tu vas faire. C'est ça. Bon, en fait, on va définir ce qu'est la force. La force, c'est pas un fait. La force, t'as vu, regarde, je fais dips à 100 et quelques avec mon poids de 67 kilos, et j'ai à peine développé couché 100 kilos. Donc la force, c'est pas quelque chose d'absolu relatif à tout. Ça, c'est de la force. 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 Ça n'a rien à voir, en fait. La force, c'est une forme d'expression sujet à un contexte, et dès que tu changes le contexte, c'est plus la même forme. Donc en fait, oui, construire de la masse musculaire et ne pas être une sauterelle, parce que si t'es une sauterelle, tu n'iras pas faire des planches. Voilà, ou en tout cas, il y a peu de chances. Construire une base musculaire, oui, mais perdre trop de temps sur les fondations quand ton but c'est des mouvements complexes comme la planche, ça n'a pas de sens. Tu veux la planche, fais de la planche. Tu veux du squat, fais du squat. Tu veux du front, fais du front. Tu veux des pull-ups, fais des pull-ups. Et c'est pas parce que t'es bon là-dedans que ça va se transférer dans tout. Oui, il y a une certaine forme de transfert, mais au sein de la même pattern de mouvement. Donc en fait, si tu veux une correspondance d'un point de vue progrès, il doit y avoir une correspondance d'un point de vue biomécanique d'activation. Une dip, si tu veux qu'elle soit relative à une planche, il va falloir que au moins, enfin elle sera jamais complètement relative, mais il faudra qu'elle soit relative d'un point de vue position à ta planche. Donc par exemple, une dip, souvent les gens ils la font en se fermant légèrement, mais quand même en présentant la poitrine avec les épaules dans la ligne des pectoraux. Une planche, on va avoir les épaules devant la ligne des pectoraux et on va pas développer de manière verticale, on va développer vers l'avant pour récupérer le centre de gravité. Donc si tu veux une dips relative à ta planche, à ce moment-là, tu vas la faire protracter du mieux possible et tu vas développer ta planche, ta dips vers l'avant et non pas verticalement vers le haut. Sinon, en fait, juste si tu fais ta dips comme ça et que tu veux une planche push-up comme ça, ça n'a absolument rien à voir et tu n'auras pas de progrès. Plus tu vas rentrer de morceaux de ton corps dans le contexte, plus en fait, oui, ça peut éventuellement t'apporter quelque chose. C'est ça. J'allais dire, la difficulté de ce sport, c'est que c'est pas quand tu veux être bon dans un contexte, t'as pas forcément accès au contexte tout de suite. Parce que forcément, tu peux pas faire une planche au début, donc tu pourras jamais être parfaitement dans le contexte de la planche tant que tu ne l'auras pas. C'est ça. C'est juste se dire, j'ai pas 100% des paramètres, mais si je peux en avoir 90 ou 95%, c'est mieux que d'en avoir 20% en faisant une dips. Justement, juste avant, tu parlais des débutants, on disait qu'ils veulent tout le temps être propres. C'est sûr que si tu veux... En fait, la forme, l'activation, c'est le levier, donc c'est l'intensité, c'est le poids ressenti. Et donc en fait, si tu veux apprendre ta première planche et la faire à intensité max, c'est comme quelqu'un, là il a une dips à 50 kg, et il dit vas-y aujourd'hui PR 80. Oui, ça va jamais marcher. Donc en fait, tu vas être obligé de passer par une forme amoindrie, avec une activation moyenne, et puis ensuite tu auras une planche plus droite, mais l'activation sera pas ouf. Donc du coup ensuite tu corrigeras la position des épaules, et ensuite tu iras mieux vers l'avant, etc., etc. Mais en fait c'est progressif, donc faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Faut être patient et faut être content souvent avec de la merde. Voilà. Y a même moi par exemple là quand je suis passé de 5-5-5-5 à 7-7-7-7, mon premier 7-7-7 il était horrible mais j'étais content, j'ai fait 7-7-7-7. Bah oui. Personne dans le monde qui le fait. Alors et mon premier 9-9-9-9 il va être atroce, je vais me suicider, mais ça tu vas c'est 9-9-9-9. Donc et voilà, et ensuite je le corrigerai voilà. Et donc chacun à son échelle doit se satisfaire de ce qu'il a. Et si tu retranscris, et c'est pour ça que au passage le workout c'est beau parce que tout ce qu'on vient de dire tu peux le retranscrire à tes relations, tu peux le transcrire au business. Et en fait, si tu apprends et que ces vérités générales au travers du sport et que tu sais les retranscrire dans autre chose, tu as gagné beaucoup de chances de réussite. Genre vraiment. Et ça va nous permettre justement d'étendre cette logique aux autres domaines qu'on va donc développer dans l'épisode suivant. Les gars, pensez à vous abonner, vous likez la vidéo. Et très prochainement, peut-être la vidéo juste après, je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça. Val, merci pour cette première partie. Un plaisir, merci à toi. Et puis les gars, on se retrouve dans la seconde. Si on ne vous revoit pas d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, et bye bye.